Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Pas de processus politique avant la fin de la rébellion. C'est le discours très ferme prononcé par le général Abdel Fattah al-Burhan au Soudan. Des propos qui interviennent alors que le conflit perdure depuis près de 10 mois. Renforcement de la coopération bilatérale entre l'Angola et l'Éthiopie. Les deux États devraient signer un accord dans les prochains jours. Un accord portant sur les volets politiques et juridiques. Et puis le lancement au Sénégal du fonds Oyas Capital. Son objectif, lever 50 milliards de francs CFA pour soutenir les PME sénégalaises. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, sa nomination était loin de faire l'unanimité. Marie-Madeleine Morantsouo perd la présidence honoraire de la Cour constitutionnelle au Gabon. L'institution a annulé ce 2 février sa nomination. Le motif invoqué, des vices de procédure, de forme et de fond constatés dans la délibération. Symbole de l'ancien régime, Marie-Madeleine Morantsouo a présidé la Cour constitutionnelle pendant plus de 30 ans, une fonction qui a pris fin après le coup d'État. Son retour en tant que présidente honoraire avait suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Un mécontentement général qui avait poussé le conseiller en communication de la présidence de la République, Télésphore Obamengomo, à prendre la parole à la télévision. Malgré les multiples initiatives diplomatiques, la guerre continue de faire rage au Soudan. Depuis le 15 avril dernier, l'armée et les forces de soutien rapide se livrent à de violents combats. Et alors que les affrontements persistent, l'espoir d'un accord entre les deux parties en conflit s'amenuise. Le général Abdel Fattah al-Burhan a indiqué que le processus politique ne pourrait être mené dans le pays à moins que la rébellion prenne fin. Mildred Diam. Pas de processus politique avant la fin de la rébellion. C'est la position affichée par le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain de transition du Soudan le 31 janvier 2024. S'adressant aux officiers et soldats de l'armée à Sénat, au centre du pays, le chef de l'armée soudanaise a déclaré qu'il n'y aura pas de processus politique au Soudan tant que la rébellion des forces de soutien rapide ne sera pas éliminée. Le général al-Burhan a réitéré l'engagement de l'armée nationale à mettre fin au conflit dans le pays afin de permettre notamment le retour rapide des déplacés. Si nous ne mettons pas fin à ce cauchemar, le pays n'aura pas de processus politique. Par conséquent, vous devriez nous soutenir et coopérer avec nous pour accomplir cette mission. Les solutions sont que les rebelles doivent quitter les foyers des citoyens, que chaque citoyen retrouve ses droits et que chaque personne retourne chez elle. Il n'y aura pas de solution à l'ombre du pillage et de l'occupation. Pour le général al-Burhan, la solution à la crise politique au Soudan devrait être trouvée en interne, sans l'intervention d'une partie extérieure. Indiquant des signes de victoire vers la fin du conflit, le chef du Conseil souverain de transition s'est prononcé en faveur d'une paix qui préserve les droits et la dignité du peuple soudanais. Il a déclaré que le chef des forces de soutien rapide et ses collaborateurs seraient tenus responsables de toutes les violations commises par leurs milices contre des citoyens. Les déclarations du général Abdel Fattah al-Burhan sur l'élimination des RSF sont consécutives à la présence du procureur de la Cour pénale internationale au Tchad, le procureur Karim Khan, qui est au Tchad justement pour enquêter sur les exactions graves commises au Soudan, notamment des menaces de génocide. Et ces propos sont à la fois un appel des pieds au procureur général de la CPI pour qu'il se saisisse du dossier des violations graves des droits de l'homme au Soudan, mais en même temps une menace ou un épée de Damoclès juridique qu'il brandit vis-à-vis des RSF pour que ceux-ci enfin puissent rendre les armes. Des sources officielles affirment qu'au cours du mois de janvier 2024, des discussions ont eu lieu à Bahreïn entre des hauts dirigeants de l'armée soudanaise et des forces paramilitaires de soutien rapide afin de parvenir à un consensus. Pour le général al-Burhan, l'évacuation des domiciles des citoyens par les forces paramilitaires reste un prérequis pour reprendre des discussions. Le conflit opposant l'armée soudanaise aux forces paramilitaires de soutien rapide depuis le 15 avril 2023 a déjà fait plus de 13 000 victimes et plus de 9 millions de déplacés, selon le Bureau humanitaire des Nations Unies.
L'Angola et l'Éthiopie renforcent leurs relations bilatérales. Les deux États prévoient de signer dans les prochains jours un accord de coopération, un texte qui favoriserait l'échange d'informations sur des questions politiques et juridiques. Marie-Raphaël Antolo. Renforcement de la coopération entre l'Angola et l'Éthiopie. Les deux États ont annoncé le 31 janvier 2024 la signature dans les prochains jours d'un accord général de coopération et un mémorandum d'entente pour des consultations politiques. Selon l'ambassadeur d'Angola dans ce pays d'Afrique de l'Est, Miguel Bembe, ces instruments juridiques de coopération pourraient notamment être paraphés en marge de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine prévue les 14 et 15 février 2024 à Addis Abeba. Sur le plan de la coopération politique, sur le plan de la coopération judiciaire, ces deux États pourront échanger des informations qui vont permettre de développer les instruments juridiques et aussi de favoriser une coopération sur le plan judiciaire. D'autant plus que par la promotion de la justice entre les deux États, ils pourront résoudre de façon harmonieuse des problèmes sur le plan juridique et aussi permettre une intégration sur le plan judiciaire. Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1977, les relations bilatérales entre l'Angola et l'Éthiopie sont amicales et encouragées par la défense du multilatéralisme dans la résolution des problèmes mondiaux et du panafricanisme sur la base de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce sont des accords à saluer et il faut que ces accords évoluent davantage vers des accords économiques plus bénéfiques pour les populations de ces deux nations. Outre l'accord général de coopération et un mémorandum d'entente pour des consultations politiques, les deux autorités envisagent également la conclusion des accords d'entraide judiciaire en matière pénale, de transfert et d'extraction des prisonniers ainsi que de l'accord sur les services aériens sur la base de la proposition présentée par la partie éthiopienne. Une enveloppe de 5,5 milliards d'euros pour accompagner le développement de l'Afrique. C'est le montant d'un plan dévoilé par la première ministre italienne Giorgia Meloni. Un plan divulgué ce 29 janvier à Rome qui abritait un sommet Italie-Afrique. Pour l'occasion, 25 chefs d'État et de gouvernement africains avaient fait le déplacement. Samantha Saberou-Sabobanga. L'Italie a accueilli les 29 et 30 janvier 2024 à Rome le sommet Italie-Afrique où prenaient part de nombreux dirigeants africains. La première ministre italienne Giorgia Meloni a annoncé un important plan d'aide en faveur du continent africain en échange d'une coopération accrue en matière de migration. L'événement a ainsi renforcé les liens et ouvert de nouvelles perspectives pour une coopération mutuellement bénéfique entre l'Italie et l'Afrique. Le plan de 5 ans de l'Italie visant à aider l'Afrique tout en développant les énergies propres et en sécurisant l'immigration clandestine est pour beaucoup de visionnaires un plan de 100 ans basé sur 5 ans. Ça veut dire que le nombre d'années n'est pas suffisant pour espérer avoir des résultats et le montant est dérisoire par rapport à la hausse vertigineuse de la population africaine. Moi, je pense que l'Italie aurait pensé d'abord financer le développement du secteur privé et créer une émulation qui aurait créé en Afrique plus d'emplois. Et du fait de ces emplois, les jeunes seraient découragés à partir vers l'Europe. À l'issue du sommet, la première ministre Giorgia Meloni a annoncé un financement à hauteur de 5,5 milliards d'euros étalé sur 5 ans. Ce financement comprend des projets pilotes dans des domaines tels que l'éducation, les soins de santé, l'eau, l'assainissement, l'agriculture et les infrastructures énergétiques. Aussi longtemps qu'il y aura le problème d'employabilité des jeunes, ce sera très difficile pour 5 milliards de dollars sur 5 ans d'avoir des résultats. Donc, il est temps que la première ministre italienne revoie sa copie, mais regarde beaucoup plus le développement du secteur privé, le développement de l'emploi et la création et la stimulation des start-up, que ce soit dans le domaine énergétique ou dans d'autres domaines, mais sans un financement des énergies industrielles, on ne pourra pas prétendre faire du miracle avec 5 milliards de dollars pour toute l'Afrique sur 5 ans. Le montant est pour l'instant dérisoire.
Le programme dévoilé par Giorgia Meloni est ambitieux puisqu'il s'agit, selon elle, d'écrire une nouvelle page dans les relations avec l'Afrique, avec une approche non prédatrice et pleine de compassion. L'Italie présente son plan de développement comme un moyen de créer des emplois et des opportunités en Afrique et de décourager ces jeunes d'entreprendre de dangereuses migrations à travers la mer Méditerranée. Elle contribue au produit intérieur brut du Sénégal à hauteur de 20%. Pourtant, les petites et moyennes entreprises sénégalaises peinent à se développer, principalement en raison de difficultés d'accès au financement. Pour changer la donne, un fonds dénommé Oyas Capital a été lancé le 30 janvier à Dakar. Un fonds créé par Fonsis, le Fonds souverain d'investissement stratégique en partenariat avec la banque allemande KfW à Ménégie. Le Fonds souverain d'investissement stratégique Fonsis a lancé le 30 janvier 2024 Oyas Capital, un fonds créé en partenariat avec la coopération allemande à travers la KfW. L'objectif de ce fonds est de répondre aux besoins de financement en capital pour les petites et moyennes entreprises sénégalaises et d'impacter durablement la création d'emplois et de richesses. Depuis la crise sanitaire Covid-19, les PME sénégalaises sont dans une déliquescence jamais égalée. Ces entreprises qui sont très souvent informelles ont difficilement accès au financement bancaire avec seulement 12%. Et ces entreprises aussi ne bénéficient pas suffisamment de subventions de l'État qui n'a pas toujours les moyens. Pourtant, ces entreprises PME constituent l'essentiel du tissu industriel du Sénégal avec 97%. Capitalisé à hauteur de 35 milliards de francs CFA au démarrage grâce au financement mobilisé auprès de la KfW, de la Banque mondiale et de l'État du Sénégal, le fonds Oyas Capital ambitionne de lever 50 milliards de francs CFA auprès du secteur privé et des investisseurs d'impact. Selon le secrétaire général du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Alina Diop, ce fonds vient réduire un gap de financement de près de 800 milliards de francs CFA pour soutenir les entreprises et leur développement. Donc c'est un apport conséquent pour quand même maintenir en vie certaines de ces unités qui sont le poumon de l'économie sénégalaise. Par conséquent, à défaut d'une subvention conséquente, cet apport financier 35 à 50 milliards donnera certainement un souffle à ces entreprises pour pérenniser à travers une performance économique. Outre le financement en fonds propres, Oyas Capital procédera au renforcement de capacités des PME financées à travers une facilité d'assistance technique de montant fixé à 5% de la taille du fonds. L'Afrique du Sud se saisit des opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine. Dans ce cadre, le pays a opéré ce 31 janvier ses premières exportations depuis le port de Durban. La ZLECAf, rappelons-le, doit permettre de stimuler le commerce africain de 52,3% d'ici 2025 selon les prévisions du FMI. Nathalie. La mise en œuvre du commerce préférentiel dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, est devenue une réalité en Afrique du Sud le 31 janvier 2024. Le pays a opéré sa première expédition de produits Made in South Africa vers les États parties à la ZLECAf, participant à l'initiative commerciale guidée élargie, le GTI notamment, le Ghana, l'Égypte, le Rwanda et la Tunisie. Du cuivre, des réfrigérateurs, du ciment, des produits congelés et des produits pharmaceutiques font partie des articles contenus dans cette cargaison. This shipment demonstrates that the African Continental Free Trade Area. Cette cargaison démontre que la zone de libre-échange continentale africaine est devenue une réalité, faisant avancer le rêve d'une Afrique toujours plus grande et plus forte. Taking forward the dream of an ever larger and stronger Africa. En 2023, les échanges entre l'Afrique du Sud et le reste de l'Afrique dans le segment des intrants automobiles ont pesé plus de 200 millions de dollars. Le président Cyril Ramaphosa a salué cette performance, indiquant que la ZLECAf représente un levier important du développement industriel inclusif du continent africain. I want to drink coffee from Kenya.
Je veux boire du café du Kenya, je veux consommer du sucre des Swatini. Je souhaite conduire un véhicule dans lequel le faisceau a été assemblé au Botswana. Ainsi, la zone de libre-échange continentale africaine crée la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de nombre de pays et a le potentiel d'apporter des changements transformateurs et d'énormes opportunités aux économies et aux entreprises africaines. Le chef d'État sud-africain a déclaré que le protocole sur les femmes et les jeunes dans le commerce contribuera à garantir que la ZLECAf contribue à une croissance et un développement inclusif. Le président Ramaphosa appelle à former des champions africains dans les domaines de la finance, du commerce de détail et des télécommunications, mais aussi à saisir les opportunités offertes dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des voitures et des camions, de l'habillement et du textile. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.